Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Donc la matière qu'on va faire ensemble cette année est intitulée Génétique moléculaire des micro-organismes. Cette matière sera assurée principalement par Dr Nomer, qui est la responsable de la matière, qui va assurer 5 chapitres: le génome microbien, tout ce qui est structure, organisation et réplication de l'ADN microbien, les mutations et les mécanismes de réparation de l'ADN, les plasmides, les recombinaisons, transferts génétiques et cartes génétiques, et enfin les éléments transposables. La deuxième partie que je vais assurer développe l'expression de l'information génétique et sa régulation, tout ce qui est transcription, traduction, régulation de l'expression des gènes, et aussi une partie technique qui parle du clonage de l'ADN in vitro. On va voir les stratégies de clonage et les applications de la technologie de l'ADN recombinant, un vecteur d'expression dans les bactéries et dans les levures. Et je vais moi-même assurer les travaux dirigés ou les TD. Donc, avant d'entamer le premier chapitre que je vais assurer, qui est l'expression de l'information génétique et sa régulation, je voudrais bien vous donner un petit rappel ou des notions de base sur les acides nucléiques ou principalement l'ADN. Des choses que vous avez déjà fait en génétique l'année passée. Donc, commençons par la structure des acides nucléiques. Comme vous le savez, un acide nucléique est un polymère linéaire de nucléotides, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui contient plusieurs monomères qui sont les nucléotides. Et il y a deux types d'acides nucléiques, ADN et ARN. Donc l'ADN contient deux chaînes ou deux brins d'ADN, deux chaînes d'acides nucléiques qui sont complémentaires, alors que l'ARN contient une seule chaîne d'acides nucléiques. Chaque chaîne d'acides nucléiques est constituée, comme on a dit, en plusieurs nucléotides. D'accord? Donc, et chaque nucléotide est composé de 3 éléments principaux: un sucre, un acide phosphorique ou phosphate et une base azotée. On va décortiquer maintenant la structure du nucléotide et on va commencer par les bases azotées. Il y a deux types de bases azotées qu'on rencontre dans les acides nucléiques, qu'on appelle les purines et les pyrimidines. Voici la structure de base des purines et des pyrimidines. Les purines sont constituées d'un seul cycle qu'on appelle un hétérocycle aromatique. Et les purines sont constituées de deux cycles, d'accord? Un cycle aromatique et un cycle imidazole. Dans les acides nucléiques, on trouve 5 purines et pyrimidines différentes. Vous avez 3 pyrimidines qui sont la cytosine, l'uracile et la thymine, et 2 purines, l'adénine et la guanine. Chaque acide nucléique, ADN et ARN, contient uniquement 4 bases azotées, 2 purines et 2 pyrimidines. L'ADN contient 2 pyrimidines et 2 purines, cytosine et thymine, et adénine et guanine. Alors que l'ARN contient la cytosine et l'uracile, et bien sûr adénine et guanine. Maintenant pour le sucre. Dans l'ARN, le sucre c'est un ribose à 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'ADN, on rencontre aussi un sucre à 5 atomes de carbone, mais c'est un désoxyribose, c'est-à-dire qu'il manque un oxygène au niveau de la position de prime. Et c'est pour ça qu'on l'appelle désoxyribose. Et l'ADN est appelé l'acide désoxyribonucléique. L'association entre le sucre et la base azotée nous donne ce qu'on appelle un nucléoside. L'association se fait toujours entre le carbone imprime du sucre et la base azotée. Maintenant, regardons l'acide phosphorique. C'est tout simplement cette molécule qui contient 3 fonctions acides. On verra plus tard que une fonction sera impliquée dans la formation du nucléotide. Une autre fonction sera impliquée dans la formation de la chaîne d'acide nucléique. Il y aura toujours une fonction acide libre. Et cette fonction acide libre est responsable de la charge négative de l'ADN. Maintenant, on a vu la base azotée, on a vu le sucre et le phosphate. Maintenant, on va regarder comment ces 3 éléments sont associés dans le nucléotide. Donc, le nucléotide, on rappelle qu'il s'agit des 3 éléments associés: base azotée, sucre et acide phosphorique. Et l'association se fait entre une des fonctions acides de l'acide phosphorique et la fonction alcool du sucre, acide, alcool. Et comme vous savez, la réaction entre un acide et un alcool, ça va donner un ester, ou une liaison ester avec libération d'une molécule d'eau. C'est ça la liaison ester formée et on l'appelle liaison phosphoester.
Là, on a la formation d'un nucléotide. Donc, la chaîne d'acide nucléique, c'est un polymère de nucléotides. Pour former une chaîne, il faut que ce nucléotide se fixe sur le deuxième. Et la fixation implique toujours une fonction alcool de 3' de premier nucléotide et la fonction acide de phosphate du deuxième nucléotide. Ça va donner une liaison ester avec libération d'une molécule d'eau. On appelle cette liaison-là, par convention, une liaison phosphodiester. C'est-à-dire qu'il y a deux liaisons ester. La première liaison ester, c'est la liaison qui a été faite lors de la formation du nucléotide. Et la deuxième liaison ester, c'est la liaison qui a été établie lorsque le premier nucléotide s'est associé avec le deuxième nucléotide. Donc la polymérisation du nucléotide donne des chaînes d'acide nucléique. Comme on a dit au début de cette présentation, l'ADN contient deux chaînes d'acide nucléique et l'ARN contient une seule chaîne d'acide nucléique. Et chaque nucléotide est lié à l'autre par une liaison phosphodiester qui se forme entre le 3'OH d'un nucléotide et le 5'phosphate d'un autre nucléotide. Chaque chaîne d'acide nucléique possède deux extrémités qu'on appelle 3'OH et 5'phosphate. Donc, chaque chaîne d'acide nucléique commence par un 5' et se termine par un 3'. Chaque chaîne d'acide nucléique possède ce qu'on appelle une orientation. Orientation, c'est toujours de 5' à 3'. Rappelez-vous très bien de cette orientation parce qu'elle est très importante. Elle est respectée dans les phénomènes de réplication et de transcription et aussi de traduction. Dans le cas de l'ADN, puisqu'il y a deux chaînes et chaque chaîne possède une orientation 5', 3' et 5', 3'. Donc vous voyez que les deux chaînes sont opposées sur le plan orientation. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ADN est formé par deux chaînes antiparallèles. Développons maintenant la structure de l'ADN. Les deux chaînes d'ADN sont complémentaires. Chaque nucléotide dans un bras est complémentaire avec le nucléotide en face. Il y a des règles de complémentarité. Le A est toujours complémentaire avec T et le C est complémentaire avec G. Donc adénine avec thymine et cytosine avec guanine. L'interaction entre ces nucléotides est une interaction de type liaison hydrogène. Entre l'adénine et la thymine, on a formation de 2 liaisons hydrogènes et entre la cytosine et la guanine de 3 liaisons hydrogènes. Dans l'espace, l'ADN est structuré en forme de double hélice. Cette hélice, elle tourne à droite et elle contient à peu près 10 paires de bases par tour d'hélice. On appelle ça l'ADN B. C'est l'ADN qui est rencontré majoritairement dans les cellules vivantes. Maintenant, on va voir comment l'ADN est organisé dans la cellule. Commençons par l'ADN bactérien. L'ADN bactérien est très long par rapport à la taille de la bactérie. C'est pour ça qu'il doit être condensé. Dans cette expérience-là, la bactérie a été traitée par des produits qui ont conduit à la lyse de la bactérie et la libération de l'ADN bactérien. Regardez la différence de la taille de l'ADN par rapport à la taille de la bactérie. Donc, pour que cet ADN soit empaqueté dans la cellule, il doit être condensé. La condensation de l'ADN se fait d'abord par ce qu'on appelle la formation de superhélices et aussi l'intervention de certaines protéines qui vont assurer l'empaquetage de l'ADN. Lorsque l'ADN est condensé, ça va donner une structure qui occupe un espace bien particulier dans la cellule qu'on appelle nucléoïde et correspond au chromosome bactérien empaqueté. The circular chromosomal DNA of bacteria must be compacted about 1,000-fold to fit within a bacterial cell. Part of this compaction comes through the formation of loop domains, where segments of DNA are folded into loop-like structures that are held in place by DNA-binding proteins. The formation of loop domains compacts the DNA about 10-fold. Further compaction is accomplished through a process known as supercoiling. In this process, which is under the control of the enzymes DNA gyrase and topoisomerase I, twists are introduced in the DNA molecule that cause it to compact by coiling onto itself. This is much like the process of coiling that you can observe by twisting a rubber band. DNA looping and supercoiling make the bacterial chromosome more compact so that it can fit within the nucleoid of the bacterial cell.
Passons à l'ADN eucaryote. Ce que vous voyez ici est une micrographie électronique d'une cellule eucaryote. Ça, c'est le noyau. On remarque des zones claires et des zones foncées. Donc, les zones claires sont formées par un ADN sous forme de chromatine, qu'on appelle euchromatine. Euchromatine, ça veut dire la vraie chromatine, qui est formée par un ADN qui tourne autour d'un corps d'histone. Donc ça, c'est la forme la plus simple de la condensation de l'ADN dans la cellule eucaryote. D'autres zones sont formées par un niveau supérieur de condensation qu'on appelle hétérochromatine. Dans ce cas, la chromatine est condensée un peu plus et ça va former une fibre plus épaisse qu'on appelle hétérochromatine. Donc ça, c'est les deux niveaux de condensation qu'on rencontre dans la cellule qui n'est pas en division. Ce qu'on appelle une cellule quiescente ou en phase G0. Le chromatine est formé par une fibre d'ADN qui tourne autour d'un corps d'histone. D'accord? Et le corps d'histone, il contient ce qu'on appelle un octamère d'histone, H2A, H2B, H3 et H4, chacun en double. C'est-à-dire vous avez 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4. Ça va former ce qu'on appelle un nucléosome. Le tout est stabilisé par l'histone H1 et tout ça est appelé chromatosome. Vous voyez la fibre de l'ADN, elle tourne autour du corps d'histone, elle tourne à peu près 1,6 fois et ce nucléosome est stabilisé, comme j'ai dit, par l'histone H1. C'est ça la chromatine ou euchromatine. L'hétérochromatine est formée par une condensation supérieure, bien sûr, par la formation d'une boucle qui contient 6 nucléosomes associés à travers l'histone H1. C'est ça l'hétérochromatine. Les nucléosomes ou les chromatosomes vont former un tour formé par 6 nucléosomes différents associés par l'histone H1. Et ça donne une fibre plus épaisse de 30 nanomètres qu'on appelle la fibre solénoïde ou hétérochromatine. Voilà un récapitulatif de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc l'ADN, il n'est pas nu comme ça dans la cellule eucaryote. Il doit être associé à des protéines histones pour former des nucléosomes qui sont stabilisés par l'histone H1. Après, donc ça c'est bien sûr le chromatine. Et après, les nucléosomes peuvent s'associer ou se condenser davantage pour donner ce qu'on appelle une hétérochromatine de 30 nanomètres de diamètre. Ça, c'est pour la cellule qui est en phase G0. Après, lorsqu'elle veut rentrer en division cellulaire, donc l'ADN va se condenser davantage. Donc la fibre de l'hétérochromatine va former des boucles. Et après, hélice d'ordre supérieur. Et lorsque la condensation atteint son maximum, ça va donner une structure de chromosome métaphasique. C'est ça la condensation de l'ADN dans la cellule. Et j'ai dit que le but de la condensation supérieure au chromosome métaphasique, c'est pour assurer une meilleure séparation des chromatides lors de la mitose. Donc il faut condenser l'ADN. Donc vous voyez que les chromosomes sont formés, ils sont bien visibles. Et là, on est au niveau de la métaphase. Les chromosomes vont se réarranger au milieu de la cellule, d'accord? Et ils sont séparés comme ça et distribués entre deux cellules filles. Donc la séparation est possible uniquement si les chromosomes sont bien condensés, bien compacts. Après avoir jeté un coup d'œil sur la structure des chromosomes bactériens et eucaryotes, on passera maintenant aux gènes et des génomes des différents êtres vivants. Le gène, par définition, est une séquence d'ADN qui code pour une protéine ou un ARN fonctionnel, c'est-à-dire un ARN-T ou un ARN-R. Donc, lorsque le gène est exprimé, il va donner soit une protéine, bien sûr, par intermédiaire de l'ARN messager, ou il va donner aussi un ARN-T ou un ARN-R. La structure des gènes diffère entre prokaryotes et eucaryotes, commençant par le gène des prokaryotes. Donc les gènes des prokaryotes sont continus, c'est-à-dire ils ne contiennent pas d'introns. Ils sont transcrits et ils sont directement traduits.
Chez les bactéries, les gènes sont généralement groupés dans une structure qu'on appelle opéron. C'est un segment d'ADN qui contient plusieurs gènes qui possèdent une fonction commune et sont contrôlés par le même promoteur, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés ensemble. Concernant les gènes eucaryotes, bien sûr, les gènes eucaryotes sont premièrement individuels, c'est-à-dire il n'y a pas de structure d'opéron chez les eucaryotes. Deuxièmement, les gènes eucaryotes sont discontinus, c'est-à-dire qu'ils contiennent des séquences codantes, qui sont les exons, et qui sont séparées par des séquences non codantes qu'on appelle introns. Lorsque l'ADN est transcrit en ARN qu'on appelle pré-messager, les introns doivent être éliminés par un mécanisme qu'on appelle excision-épissage pour donner un ARN messager mature qui contient que des séquences codantes, et après, l'ARN mature, messager mature, sera traduit pour donner une protéine fonctionnelle. Ça, c'est concernant les gènes. Maintenant, pour les génomes. Donc, le génome, c'est quoi? C'est l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Le génome bactérien est formé par une seule molécule d'ADN circulaire. Ça, c'est en général. On va voir tout à l'heure qu'il y a des exceptions. Pour les eucaryotes, les génomes sont formés par plusieurs chromosomes linéaires. Pour les virus, c'est un peu plus varié. Donc, on peut trouver des virus à ADN simple brun, à ADN double brun, à ARN simple brun ou à ARN double brun. Et chaque virus peut contenir une seule molécule ou plusieurs molécules d'acide nucléique. La condition, c'est que dans un virus donné, il y a un seul type d'acide nucléique qui est présent. C'est-à-dire qu'on ne trouve jamais dans le même virus un ARN et un ADN en même temps. Ce tableau présente des exemples des génomes de plusieurs êtres vivants, prokaryotes et eucaryotes. Si on regarde ici Mycoplasma, quand il y a un seul chromosome circulaire. Escherichia coli, la même chose, une seule molécule d'ADN circulaire. Il y a certaines bactéries qui possèdent des génomes un peu différents, par exemple comme Agrobacterium tumefaciens. Elle contient 4 chromosomes, parmi lesquels 3 chromosomes circulaires et un linéaire. Donc elle contient plusieurs chromosomes et elle contient aussi des chromosomes linéaires. Donc ça, c'est un cas particulier. Aussi, vous avez Cynorhizobium contient 3 chromosomes circulaires, donc plusieurs chromosomes circulaires. Donc pour les eucaryotes, peu importe l'espèce, vous avez plusieurs chromosomes et ils sont tous linéaires. Donc pour les eucaryotes, la règle est respectée. Plusieurs chromosomes linéaires partout dans toutes les cellules eucaryotes. Donc on a parlé des génomes. Bien sûr, chaque cellule ne contient pas uniquement le génome. Elle peut contenir d'autres molécules d'ADN extra-chromosomiques. Par exemple, chez les bactéries, on a dit que la règle, c'est une seule molécule d'ADN circulaire, mais la bactérie peut également contenir ce qu'on appelle l'ADN plasmidique, les plasmides. Les plasmides sont définis comme des petites molécules d'ADN extra-chromosomiques capables de s'autorépliquer. Chez les eucaryotes aussi, on a bien sûr le génome, c'est plusieurs chromosomes linéaires, mais il y a aussi des molécules d'ADN extra-chromosomiques qui sont les mitochondries et les chloroplastes dans le cas des cellules végétales.